Ah, bébé? Et oui. Ne mange pas la guirlande, chérie. Ne mange pas la guirlande, mon amour. Je sais ce que tu veux faire. Tu veux rentrer dans le sapin? Tu vas aller manger la guirlande dorée? T'es derrière moi, là, mon chéri. En fait, la vraie star, c'est mon chat. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je commence ou pas? Chérie, tu fais avec moi? Tu fais à ma place? Ça va pas être simple parce que s'il faut que je fasse ça pour que tu vois Kaline, puis ça pour que tu vois le sapin, je vais être en mode métronome pendant toute la vidéo, puis à la fin je risque d'avoir un tout petit peu le mal de mer. Bon, écoute mon chéri, tu restes derrière moi et puis bah, tu vis ta vie. Hein. Aujourd'hui, avant toute chose, je te souhaite une magnifique année 2017. Je te l'ai déjà souhaité par la plume via mon blog et je te la souhaite maintenant par la voix via cette vidéo. Aujourd'hui, c'est aussi la review pour le mois de décembre 2016, la dernière review de l'année, avant d'amorcer une nouvelle année de review. Je commence tout de suite par les tarots. Au mois de décembre, j'ai acheté 3 tarots. Enfin, c'est pas complètement vrai parce qu'il y en a un qu'on m'a offert. D'ailleurs, je commence par celui-là. Le voici, le voilà. C'est le Ring Cycle Tarot qui est aux éditions Schiffer. Alors, ce jeu qui se présente dans un très beau coffret s'appuie sur 3 choses. La première, c'est la légende germanique des Nibelungen, que je ne connais pas très bien pour te dire la vérité. La deuxième, c'est le grand cycle de 4 opéras que Richard Wagner a tiré de cette fameuse légende des Nibelungen et qui s'appelle l'anneau du Nibelung. Et enfin, le troisième élément sur lequel s'appuie ce jeu, ce sont les illustrations de Arthur Rackham qu'il avait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, réalisées pour le livret de Wagner. Je crois, mais comme je te l'ai dit, je ne suis pas une grande spécialiste de la mythologie nordique, donc bon, voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris du livret. L'auteur du tarot s'appelle Allegra Prince. À l'intérieur du coffret, tu as donc d'un côté le livret qui est ici, qui est un gros livret, et de l'autre côté, tu as le jeu. Dans le livret, il y a un petit résumé de ce qu'est l'histoire des Nibelungen. Et puis l'auteur t'explique aussi pourquoi est-ce qu'elle a eu envie de s'inspirer et de Wagner et de Rackham, comment est-ce qu'elle a conçu le jeu, comment est-ce qu'elle a choisi les illustrations de Rackham et comment est-ce qu'elle a mis l'ensemble en forme. Et ce côté making-of du livret est fort intéressant. Les cartes, elles ont donc un côté très vintage, hein, puisqu'on est dans des illustrations d'Arthur Rackham. Arthur Rackham, c'est l'Angleterre victorienne, l'Angleterre des fées, on est à fond dans cette imagerie-là. Tu vois, je te montre un petit peu ce que ça donne, les images. Voilà, ça c'est un jeu qu'on m'a offert à Noël. Ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir ce jeu. Je l'avais vu sur internet, il était assez cher, donc voilà, j'avais attendu un petit peu avant de l'acheter et puis ça s'est bien trouvé puisqu'on me l'a offert à Noël. C'est un jeu, c'est un très beau jeu, c'est une très belle pièce. Ma petite réserve, c'est que les cartes sont pas en papier glacé. Je trouve que c'est dommage. Je pense que ça aurait donné au jeu une meilleure finition si elles avaient été en papier glacé et non pas en papier mat. Bon, mon autre petite réserve, c'est que comme je connais justement pas très bien l'histoire des Nibelungen, du coup, je pense qu'il va vraiment falloir que j'apprenne non seulement à utiliser ce jeu, mais aussi à maîtriser un petit peu l'histoire sur laquelle il s'appuie. Voilà. Tout ceci étant dit, c'est un très beau produit. Enfin, je trouve que le principe est magnifique. Ce qu'a voulu faire cet auteur, ça, je trouve ça génial. Et donc du coup, je trouve que ce jeu vaut vraiment le détour. Le deuxième jeu que je me suis offert au mois de décembre, c'était le Wild Unknown Tarot de Kim Krantz. J'ai rarement vu un jeu avec une aussi belle finition. Franchement, la présentation de ce jeu est juste superbe. Alors, il se présente dans un coffret qui a lui-même ce petit étui autour de lui. Donc ensuite, tu as le coffret. À l'intérieur du coffret, tu vois, qui se présente comme ça, avec une petite phrase d'accueil, si j'ose dire, enfin une petite phrase de garde. Il y a le petit ruban qui te permet de soulever le carnet, qui est là, qui t'explique un petit peu les cartes et qui t'explique comment l'auteur a conçu le jeu. Et puis ensuite, tu as là le jeu qui est lui-même emballé de nouveau dans un plus petit coffret aussi. Voilà. Et de nouveau avec un petit ruban. Et là, tu as les cartes même. Franchement, au niveau de la finition, c'est juste somptueux. C'est du grand luxe. C'est magnifique. Il y a un détail. Enfin, il y a
un souci qui a été apporté à chaque détail. Ça, c'est vraiment, vraiment prodigieux. C'est un jeu qui s'appuie beaucoup sur la nature. On présente des familles d'animaux pour chacune des 4 familles du tarot. Je vais te montrer les cartes que j'ai le plus aimées. Tu vois, par exemple, là, tu as la grande prêtresse qui est représentée par un tigre blanc. Je trouve que cette carte est magnifique. Tu as une très belle lune, très très simple, où les tours habituelles ont été remplacées par des arbres et où tu vois ce petit croissant de lune. Je trouve que cette carte est magnifique. Il y a une carte de l'étoile aussi qui est juste magistrale. Voilà, avec un petit étirement derrière de câliner, juste sur la carte de l'étoile. C'est fabuleux. Donc cette carte-là, je la trouve splendide. Il y a aussi une très belle étoile, une très belle carte de la fille des bâtons, avec des serpents. Et puis un très beau père des deniers, voilà, qui est un cerf. Donc tu vois, justement, la famille des bâtons, elle est représentée... enfin, les cartes royales de la famille des bâtons sont représentées par des serpents. Là, pour la famille des deniers, on a des cerfs et des biches. Enfin, c'est un jeu qui est vraiment atypique, qui est vraiment beau. Ce qui m'a un petit peu... ce qui a empêché ma complète conquête, si tu veux, c'est que je trouvais que des fois les dessins étaient un peu trop épurés, justement, un peu trop simplistes. Enfin, on restait un peu trop dans... Je sais pas, ça manquait un peu de foisonnement, ça manquait de couleurs, on était un peu trop dans du noir et blanc, dans des lignes trop simples au niveau des dessins. C'est ce qui m'a un petit peu manqué. J'ai pas encore bien eu le temps de me servir beaucoup de ce jeu, donc je ne sais pas encore comment il peut m'accompagner. Toujours est-il que je trouve encore une fois qu'au niveau du produit, il y a une finition parfaite comme j'ai rarement vu. C'est vraiment un très très beau produit de collection, quoi. Il est juste parfait, le coffret est fabuleux, l'impression est superbe, la matière des cartes, tout ça c'est du super beau boulot. Bravo Kim Krans. Troisième jeu que je me suis offert au mois de décembre, c'est un jeu qui s'appelle L'Oracle de l'Ultime Vérité aux éditions Dervy. Je suis tombée dessus tout à fait par hasard dans une librairie, j'en avais jamais entendu parler. Et je sais pas pourquoi, mais voilà, cette image ici, pas de petite loupiote rouge s'il vous plaît. Cette image m'a beaucoup plu, du coup j'ai décidé de donner sa chance à ce jeu. Donc tu as un petit coffret. Dedans, tu as, je crois que c'est une 50aine de cartes, quelque chose comme ça. Enfin, il y en a peut-être 45 ou 48, peu importe, c'est pas très grave. Disons qu'il y a une 50aine de cartes qui sont à tranches dorées, assez jolies. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, c'est qu'il y a un petit côté BD. Alors, je vais te montrer mes cartes préférées. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, c'est simplement parce que ça ressemble à ça. Ça m'a fait penser à la Natacha de Walteri. En termes de BD, et comme j'adore les Natacha, il y a quelque chose vraiment qui m'a fait penser à ça dans les dessins. Et du coup, j'ai bien fait de suivre mon intuition, parce que quand j'ai ouvert le jeu et que j'ai pris les cartes en main, j'ai été vraiment... j'ai été enthousiasmée par ces dessins. C'est tout à fait le genre de truc qui me parle beaucoup. On est dans quelque chose d'assez... Je sais pas, d'assez... un peu enfantin, mais pas trop non plus, d'assez joli, d'assez conte de fées, d'assez BD, enfin, voilà, ça me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc je suis très contente de moi et de mon intuition. Finalement, ce jeu a fait tout à fait mouche et je suis contente de m'être offert ce cadeau. Au niveau des DVD, enfin des Blu-ray d'ailleurs, j'ai vu ce truc-là, Batman The Dark Knight, le Chevalier Noir. Alors, je sais pas du tout à quel moment ça arrive dans la saga des Batman, parce que moi, honnêtement, depuis Michael Keaton et Tim Burton, j'ai complètement lâché les histoires des Batman. Celui-là, il me semble qu'il a été tourné en 2008. Non, chérie, on ne mange pas le sapin. Non, mon amour, on a déjà vu ça. On a déjà vu qu'on ne mange pas les guirlandes et le sapin. Bébé, je dois faire ma vidéo. Que disais-je? Je ne sais même plus. Bon, voilà. Donc, si, 2008, réalisateur Christopher Nolan, avec Christian Bale, c'est ça? Oui, avec Christian Bale dans le rôle de Batman et surtout avec Heath Ledger dans le rôle du Joker. Je dois dire que Heath Ledger dans le rôle du Joker, c'est ce qui m'a plu parce qu'il est complètement ébouriffant.
Il est vraiment dans la lignée de Jack Nicholson. C'est la même folie, c'est le même débordement permanent de cinglerie. Enfin, vraiment. Caline, non chérie, tu vas faire tomber le sapin. C'est ça que tu veux? Donc Heath Ledger, voilà, époustouflant. Pour le reste, en fait, non, il y a pas de reste. Tout le reste m'a... oh là 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 là. Pourtant, au niveau de la réal, c'est du beau travail. Il y a notamment une scène d'introduction qui est assez phénoménale, mais je ne sais pas, j'ai un problème avec ces films d'action pure. Je m'emmerde. Dès qu'on commence à être dans toutes ces scènes où il y a des bagnoles et des hélicos et des trucs qui pètent et proum, paf, pif, puf, je décroche complètement, ça me largue en chemin, quoi. Et ça a été le cas pour ce film qui en plus dure très longtemps. Je crois qu'on est genre à 2h40, c'est fort, fort long. On aurait pu enlever 3/4 d'heure du truc, ça aurait été pas plus mal. Ils ont voulu nous la jouer grande fresque où le bien affronte le mal et où en même temps il n'y a pas de manichéisme parce que chacun des personnages est à la fois prodigieusement héroïque et en même temps complètement noir et qu'il a une facette très sombre, très torturée, très méchante. Mais alors du coup il y a plein aussi de coups de théâtre et il y en a tellement qu'à la fin ça saoule. Enfin bon, voilà, Christian Bale dans le rôle de Batman m'a pas plu du tout. Faut dire, moi je crois que j'étais bien restée scotchée sur Michael Keaton et je trouvais qu'il était parfait pour le rôle et donc du coup depuis ça me convainc pas. Enfin voilà, j'avais la possibilité de voir le suivant, là, celui où il y a Marion Cotillard à un moment qui meurt, mais j'ai pas pu. J'ai dit que non, j'en restais là, quoi. J'avais même pas envie de voir la suite du bordel parce que ça m'avait trop saoulée. On en arrive au livre. À Noël, j'ai reçu ce manga qui s'appelle Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine. C'est un petit bijou. Franchement, c'est super bien fait. C'est vraiment un manga, donc ça se lit à l'envers comme les mangas normaux. Ça raconte l'histoire de la jeune Marie-Antoinette qui débarque d'Autriche pour épouser Louis XVI. Et donc on a tout ce moment entre l'instant où elle quitte Vienne jusqu'à ses épousailles et puis les premières années de vie commune avec Louis XVI. C'est magnifique, c'est joli comme tout. Enfin, je vais te montrer quelques planches. Alors au début du bouquin, tu as des planches en couleur. Et puis ensuite, comme les mangas habituels, c'est en noir et blanc. Mais il y a... Tu vois ? Il y a un travail de reconstitution visuelle de Versailles qui est prodigieux. C'est vachement bien fait, c'est très joli, c'est très savoureux. C'est magnifique. Il y a des planches vraiment de toute beauté, quoi. Le dessinateur s'est donné du mal. Il a fait un très très beau boulot. Voilà, attends, je te montre aussi ma planche préférée qui est, voilà. Voilà, là tu as la jeune Marie-Antoinette et à côté d'elle tu as Louis XVI. Alors ils ont fait un Louis XVI qui est super glamour, hein. Il est vachement beau, il ressemble à Nicky Larson, c'est un vrai bonheur. Je crois que dans la vie, Louis XVI il était quand même un petit peu moins sexy et un petit peu plus ventripotent. Bon là c'est un fort beau jeune homme, tu comprends qu'elle a un gros coup de cœur pour lui. Le petit bémol, c'est que j'ai trouvé 2-3 fautes dans le truc, mais enfin bon, hein, où n'en trouvais-je pas des fautes? Sinon, vraiment, ça vaut le coup pour tous les gens qui aiment la période versaillaise de l'histoire de France, comme c'est mon cas, ou pour tous les gens qui s'intéressent à Marie-Antoinette, je conseille ce petit manga qui est une vraie trouvaille, qui est inattendu et qui est très très bien foutu. Ensuite, j'ai lu ce livre qui s'appelle Chef-d'œuvre chat. Alors pourquoi je l'ai lu? Parce que évidemment, ça m'a rappelé un peu le principe de ce que j'ai fait pour le 4 tarot. L'auteur du livre s'appelle Suzanne Herbert. Son livre se découpe en 3 parties. Une première partie qui est consacrée aux œuvres d'art et aux tableaux, en fait. Une seconde partie qui est consacrée au théâtre et une troisième partie qui est consacrée au cinéma. Et donc le principe du truc, c'est de prendre des grands tableaux ou des grandes pièces de théâtre ou bien des grands films et de remplacer tous les personnages par des chats. Alors c'est pour ça que forcément le clin d'œil à mon 4 tarot était évident. Donc voici un exemple du célèbre tableau de Fragonard, Les heureux hasards de l'escarpolette, où donc tu vois la jeune fille sur l'escarpolette, eh bien c'est un chat. Alors c'est un tableau que j'adore, donc forcément ça m'a beaucoup fait rire de voir sa transposition féline. Ensuite, voilà, là tu as un autoportrait de Van Gogh, mais un Van Gogh chat. Là aussi c'est assez drôle.
Franchement, tout le bouquin, voilà, le bouquin t'amène des tas de sourires parce que c'est tellement, enfin, c'est assez drôlatique de trouver des chats là où tu avais l'habitude de voir des êtres humains. Tu as notamment là, tu as la jeune fille à la perle, c'est assez marrant. Là, tu as les chats Roméo et Juliette, voilà, qui se bécotent sur le balcon à Vérone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux te montrer? Là, tu as Madame Butterfly. Ça, c'est la deuxième partie sur scène. Et puis après, il y a ensuite, donc, on aborde le cinéma. Donc là, tu as le chat qui représente Gene Kelly dans Chantons sous la pluie. Là, tu as une reprise de West Side Story. C'est assez drôle. Franchement, c'est drôle, c'est une bonne idée. Je vais te montrer aussi le dernier qui est Nosferatu. Voilà, Nosferatu en chat. Ça vaut le déplacement. Aussi, c'est pas mal. Donc, j'ai trouvé que ce livre, il met de bonne humeur parce que c'est marrant de voir tous ces chats. Pour ma part, je trouve quand même que mon illustratrice du Cataro a réussi à faire des images qui sont vachement plus belles que celles de ce livre. Néanmoins, si comme moi tu es amoureux des chats, voilà, il faut absolument se procurer ce bouquin parce qu'il est drôle, parce qu'il est bien fichu, parce que c'est un petit hommage aux chats, en même temps qu'un hommage à l'art, au cinéma et au théâtre. Donc oui, c'est plutôt un pari gagnant. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu Angélique à Québec. Qui était un livre conséquent. Hein, voilà, un bon gros pavé. Je suis en train de relire toute la saga des Angéliques. Il y a 15 tomes. Celui-là, c'est le 13e. Donc, il m'en reste encore 2 à lire, si je ne m'abuse. Je suis une très grande fan de cette saga littéraire d'Anne Gollon. Je suis aussi une très grande fan des 5 films de Bernard Borderie avec Michel Mercier. Mais je crois que j'aime encore plus les livres que les films. On a tendance à considérer que ces angéliques, enfin je crois que dans l'imagerie populaire, on se fait une idée d'angélique comme étant un truc assez cucu, assez romantique, assez rose bonbon, enfin tu vois un peu à l'image des Sissi impératrices. Or, c'est pas du tout la même chose. Déjà au niveau du personnage, Sissi, c'est vrai qu'elle est hyper rose bonbon, telle que incarnée par Romy Schneider. Ce qui en plus est complètement une contre-vérité parce que la vraie impératrice d'Autriche, elle n'était pas du tout comme ce qu'on voit à l'écran. C'était une femme torturée, anorexique, complètement perdue dans ses songes tragico-romantiques. Elle n'était pas du tout ce petit personnage souriant, toujours gai, toujours altruiste, toujours de bonne humeur. Donc bon, ça c'est déjà un contresens, mais bref. Toujours est-il qu'on met un peu dans le même panier les Angéliques et les Sissi. Or, Angélique, c'est un personnage de femme incroyablement fort. Elle est d'une ténacité, d'une détermination, d'une volonté en permanence. Elle doit se battre contre l'adversité, elle doit survivre. Et en plus de ça, c'est aussi une grande amoureuse, c'est une femme d'une très forte sensualité. Enfin, moi, je trouve que c'est un personnage... Vraiment, Angélique, c'est un personnage absolument exceptionnel, au même titre que Scarlett O'Hara. Et donc, j'adore Angélique. C'est pour ça que je relis en ce moment la saga. Donc là, ça c'est le tome 13, j'en ai encore 2 à relire. Je pense que j'aime tellement ça que quand j'aurai tout relu, je ferai une vidéo spécialement sur cette saga littéraire. Voilà, juste pour le plaisir de te parler de ça, parce que je trouve que c'est vraiment une œuvre d'une telle cohérence, c'est vraiment une œuvre hyper aboutie, et bravo à Anne Gollon d'avoir créé une telle fresque historique, littéraire, romantique, J'adore, je suis fan à 100%. Au mois de décembre, j'ai aussi acheté ce livre qui s'appelle Le cabinet de curiosité. C'est un roman graphique écrit par Hilda Alonso et illustré par Alexandra Weback. Alors forcément, j'avais énormément hâte de me procurer ce livre puisque moi-même, je travaille avec Alexandra Weback sur la création du tarot de la nuit. C'est elle qui réalise les cartes pendant que moi je rédige le livret qui les accompagnera, le jeu étant à paraître aux éditions Le Scarabeo cette année. Donc, quand j'ai su qu'Alexandra avait réalisé ce livre avec Hilda Alonso, je n'avais qu'une hâte, c'était de mettre la main dessus, puisque forcément, je suis devenue complètement fan de tout ce que fait Alexandra. Comme je te le disais, c'est un roman graphique. Ça veut dire que pratiquement chacune des pages est illustrée magnifiquement avec une photo d'Alexandra. Alors attends, je vais te montrer ça. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Je vais te montrer aussi quelques autres illustrations. Voilà. Donc, toutes les illustrations sont splendides, mais c'est un petit peu ça, de toute façon, le principe avec Alexandra, c'est qu'à chaque fois qu'elle crée quelque chose, c'est juste à tomber par terre de beauté, de poésie et d'esthétisme. Donc voilà, tout le roman est illustré par ses créations. Hilda Alonso, elle a un véritable univers poétique, bien à elle, qui est imprégné de romantisme, de gothique aussi un petit peu. L'histoire est un petit peu compliquée, ça se passe dans un cabinet de curiosité qui lui-même se tient dans une roulotte nomade. Et il y a une gardienne à ce cabinet de curiosité qui est une femme araignée. Et en fait, tu ne comprends le fin mot et le sens de l'existence de ce cabinet de curiosité qu'à la fin du roman. Il y a un mystère un petit peu autour de toutes ces créatures qui sont là, qui existent dans ce cabinet, dont on ne sait pas trop pourquoi elles y sont, comment elles y sont parvenues. Et tout ça se révèle à la fin un peu comme un puzzle. C'est vachement bien foutu. J'ai deux toutes petites réserves, ce sont vraiment des petites réserves. La première, c'est au niveau de la maquette, parce que le texte est écrit non pas noir sur blanc, mais blanc sur noir, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fatigue un peu les yeux, d'autant plus que c'est pas forcément très aéré dans la mise en page, on a une forte présence du texte, il y a beaucoup de texte, alors des fois c'est vrai que ça fatigue un petit peu les yeux, et mon autre minuscule bémol, c'est que parfois j'ai trouvé les textes d'Hilda un petit peu alambiqués, c'est-à-dire qu'il fallait un peu relire pour être bien sûr qu'on comprend ce qui se passe. Bon, c'est deux minuscules réserves, parce qu'à côté de ça, je trouve formidable qu'un éditeur ait donné sa chance à un produit comme ça. Je trouve formidable qu'il y ait des artistes comme Hilda et comme Alexandra qui sont tellement habités par un univers qui leur est propre et qu'elles ont à cœur de transmettre. Enfin voilà, je suis totalement fan de ça et je leur dis bravo, puisqu'en plus je les connais un petit peu. Donc bravo, continuez encore, remettez-vous au travail et donnez-nous d'autres ouvrages. Enfin, au mois de décembre, j'ai acheté ça. Ça s'appelle Et Dieu créa Bardot. C'est une bande dessinée, oui, une bande dessinée sur Brigitte Bardot. Cette BD raconte la carrière cinématographique de Brigitte, du moment où elle rencontre Vadim et où il la lance dans le cinéma, jusqu'à Colline Trousse Chemise, qui est son dernier film en 1973, date à laquelle elle décide d'arrêter le cinéma pour se consacrer aux animaux. Donc cette BD, c'est ça qu'elle raconte, c'est toute sa période cinoche, quoi, en gros. J'ai beaucoup aimé. Et franchement, j'ai hésité avant de l'acheter parce que j'avais lu des reviews sur internet, des trucs pique-pendre. Enfin, tout le monde disait que c'était complètement nul, qu'il n'y avait pas de scénar, que les dessins étaient grossiers, que ça rendait pas du tout hommage à Brigitte. Bon, comme j'aime Bardot, d'abord j'avais envie de me faire ma propre idée, et puis ensuite, bon, dès qu'un truc sort sur Bardot, voilà, c'est comme ça, je peux pas ne pas l'acheter, because I am the biggest fan in the world of Brigitte. Donc, forcément, une BD sur Bardot, c'était une première, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Et bien en fait, j'ai été très heureusement surprise par ce truc. Je vais te montrer quelques planches qui m'ont semblé fort jolies. Voilà. J'espère que tu vois, là je ne vois plus rien du tout. Voilà. Donc là il y a une planche. En voici une autre, d'une Brigitte topless à la madrague. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Ah, mais oui, bien sûr. Le comic strip avec Gainsbourg. Ça aussi, j'adore. Et puis la Marianne. Voilà, donc ça, c'est des exemples de planches. J'ai trouvé que c'était... je sais pas, que c'était pas mal, que c'était frais, que c'était gai, c'était coloré. Ça lui rend bien hommage. Il paraît que Brigitte elle-même, elle a eu la BD entre les mains et qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle en a demandé plusieurs exemplaires, tellement elle avait apprécié le geste. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment... c'est vrai que c'est agréable. Ça te met des couleurs plein la vue, ça te rebascule dans cette époque-là, avec Brigitte qui est au top du cinéma français à ce moment-là. C'est vachement agréable. Évidemment, il faut
faut être fan de Bardot. Si on n'est pas fan de Bardot, je vois pas trop l'intérêt que peut avoir ce bouquin, parce qu'en tant que bande dessinée pure, c'est vrai que c'est pas intéressant, ni en termes graphiques, ni en termes scénaristiques. En tant que BD pure, ça n'a pas tellement d'intérêt. Le seul intérêt que ça a, c'est parce que ça parle de Bardot, et donc si on aime Bardot, on va se plonger là-dedans avec un bonheur sans nom. L'autre petite chose qui ne m'a pas plu, c'est que j'ai trouvé quelques menus fautes, dont une que je vais carrément te montrer, tu vois, elle est là, où elle dit « On n'est pas prêt de... » je sais plus quoi faire. Voilà, on n'est pas prêt de me revoir dans les parages. Et on n'est pas prêt, P-R-E-T. Non, 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 je suis désolée. On n'est pas prêt de me revoir dans les parages, c'est P-R-E-S. Donc, voilà, c'est une faute qui m'agace, surtout qu'en plus c'est une faute que les gens font beaucoup. Je ne suis pas prête de venir. Non, c'est pas tu n'es pas prête, c'est tu n'es pas prêt de venir. En tout cas, en tant qu'ouvrage sur Brigitte Bardot, c'est agréable, c'est délicieux, ça vaut l'achat. On en arrive à mes coups de cœur du mois de décembre 2016. Il y en a eu deux. D'abord un spectacle que j'ai été voir au Théâtre de Paris, Les Aventures fantastiques de Marie-Rose. C'est un spectacle de Chantal Goya et de Jean-Jacques Debout. J'ai blotti mon enfance dans le sein des chansons de Chantal Goya et de Jean-Jacques Debout, et donc j'adore ces deux artistes français-là. Je les adore, je ne renierai jamais cet amour que j'ai pour eux, pour l'univers qu'ils ont mis en place, pour toutes ces aventures de Marie-Rose qu'ils ont mis en scène, tous ces spectacles magnifiques qui ont complètement bercé mon enfance. J'adore, c'est encore des trucs que j'ai dans mon iPod et que j'écoute fréquemment parce que ça m'aide ça me ressource, ça m'apaise, ça m'égaye, enfin j'adore ça. Et donc, quand j'étais petite, j'avais été voir tous les spectacles de Chantal Goya et de Jean-Jacques Debout. Même plus tard, quand j'étais grande, à chaque fois qu'ils passaient, j'essayais d'aller les voir. Et donc là, quand j'ai su que ils se produisaient encore au Théâtre de Paris, j'ai pris des places et donc je suis allée voir ce nouveau spectacle qui est comme les autres. C'est charmant, c'est magnifique, c'est du très beau travail. Les décors sont splendides, les costumes aussi. Il y a une vraie mise en scène, il y a une vraie chorégraphie. Chantal Goya, elle est étonnante parce que quand même c'est une femme qui maintenant va sur ses 75 ans ou quelque chose comme ça. Elle est d'une pétulance, d'une vitalité, d'un dynamisme. Elle est là, elle a une présence folle, elle a encore une très belle voix. Bon, je pense qu'il y a pas mal de playback, mais malgré tout, quand elle parle, elle a encore une voix très claire. Elle danse elle aussi. Donc vraiment, elle tient vachement bien la route. C'est fabuleux ce qu'elle fait. Il y a plein de nouvelles chansons. Il y a évidemment les grands classiques, Bécassine, Le Chat Botté, Le Loup, Papa Ballon. Mais à côté de ça, il y a plein de nouvelles chansons. Alors moi, autant te dire que dès qu'elle s'est mise à entonner Bécassine, j'étais complètement en larmes. Mais bon, c'est logique parce que ça plonge tellement dans mes racines, voilà, c'est tellement la source pour moi, c'est tellement ma prime enfance, tous ces trucs de Chantal Goya, voilà, donc j'étais complètement en larmes dans le théâtre, en même temps j'étais extatique, je bondissais, je tapais des mains, j'étais complètement folle avec les cheveux comme ça, enfin bon bref, ça a été un très grand bonheur ce spectacle, j'ai adoré ça. Si tu as des enfants, vas-y parce que c'est du très beau travail, c'est magnifique, et puis pour tous les amoureux de Chantal Goya, tu vois, j'avais peur en y allant, je me disais, j'ai peur de la trouver un peu décatie, un peu insuffisante, que le truc soit poussif, un peu laborieux, ou qu'elle n'arrive pas bien à se tenir en scène. Enfin, tu vois, j'avais peur finalement d'avoir un peu pitié, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, elle m'a complètement scotchée. Elle est prodigieuse. Et puis en plus, à la fin du spectacle, j'ai croisé Jean-Jacques Debout dans les couloirs du théâtre. Donc je lui ai complètement sauté au cou presque pour lui dire l'admiration que j'avais pour lui, pour eux, pour leurs chansons. Je lui ai dit que je l'adorais, qu'il était fabuleux. Voilà, il était assez touché de ça. Du coup, il m'a fait un grand câlin. Enfin, voilà, ça a été un moment absolument inoubliable pour moi et je les aime tous les deux, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, je les aime. Je trouve qu'ils ne sont pas assez reconnus à leur juste talent, à leur juste valeur exceptionnelle. Va voir ce spectacle. Je sais qu'en plus, l'année prochaine, elle va reprendre Le Soulier qui vole, ce qui est une nouvelle absolument géniale, quoi. Je n'en peux plus d'avance et forcément, je serai dans la salle pour aller revoir Le Soulier qui vole, ce spectacle qui m'avait tant marqué quand j'étais petite. Bravo Chantal, bravo Jean-Jacques, merci et
et continuer de créer au nom des enfants que vous pouvez faire rêver et puis aussi au nom des adultes qui sont devenus grands et qui continuent de vous aimer. Mon deuxième coup de cœur du mois de décembre, et on reste un peu dans mon enfance, c'est ce livre-là, Les vacances de Bécassine. Alors, c'est le dernier opus des Bécassines qui vient tout juste de sortir au mois d'octobre. Là, il est sorti. Et en fait, la maison d'édition des Bécassines, de toute la saga des Bécassines, a décidé de moderniser un peu son héroïne principale, de la remettre au goût du jour. Et donc, elle a confié à un scénariste et à un auteur de BD le soin de créer une nouvelle aventure de Bécassine, qui est celle-ci, Les vacances de Bécassine. Ça raconte le fait que pour la première fois de sa vie, Bécassine va vraiment prendre des vacances. Elle arrête de s'occuper de Loulotte et de Madame de Grantaire et de tous ceux à qui elle peut rendre service. Et elle va vraiment s'octroyer quelques jours de congé. Pour la première fois, elle part en Provence retrouver Isidore. Je trouve que c'est une totale réussite, ce truc-là. C'est vachement bien fait. Ils ont mis des bulles à la place de... Parce que dans les Bécassines, normalement, il y avait un petit texte qui accompagnait les planches, mais c'était un texte en dessous, ce qui donnait presque une allure de roman illustré plus que de bande dessinée. Là, ils ont vraiment fait le pari de faire de la bande dessinée pure, c'est-à-dire qu'on a des bulles. C'est une totale réussite parce que le scénario est drôle, c'est bien écrit, c'est virevoltant, c'est plein d'allant, c'est mignon tout plein. Et alors en plus au niveau du dessin, ce qui est fabuleux, c'est que ça respecte totalement ce qui avait été fait jusqu'à présent et en même temps ça le modernise. C'est un vrai bonheur de retrouver Bécassine et de la retrouver un peu dépoussiérée, comme ça elle est plus... je dirais pas qu'elle est sexy parce que c'est pas le but non plus. Enfin, là, ce serait pas du tout, ce serait pas intéressant pour un personnage comme Bécassine. Mais c'est vrai qu'elle est plus virevoltante, elle est plus légère, elle est plus dynamique. Enfin, voilà, je te montre la dernière planche aussi que je trouve assez jolie. Viens là, toi. Voilà. C'est tout à fait joli. Si tu aimes Bécassine, alors vraiment, tu peux y aller les yeux fermés dans cette bande dessinée parce que vraiment, c'est du super boulot, quoi. C'est totalement respectueux, c'est totalement dans le sillon des premiers Bécassines, et puis il y a un apport exceptionnel qui est fait à toute cette tradition. Donc là, ils ont vraiment fait en sorte que tradition rime avec modernité, donc c'est super, vraiment bravo aux éditions Gauthier-Langros, et puis bravo à Corbeyran et Béja, qui sont donc les deux créateurs de cette BD. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Voilà, c'était la review pour le mois de décembre 2016. La semaine prochaine, je vais te faire une vidéo spéciale sur tous mes grands coups de cœur de l'année 2016. Et puis ensuite, on en aura fini avec cette année 2016. Et puis on pourra passer à tout ce qui nous attend en 2017, les reviews, les tarots, les articles, tout ce qui va bien pour cette nouvelle année. Qu'à nouveau, je te souhaite prodigieuse, merveilleuse, fantastique, magnifique, mirifique et tout ce qui va bien. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à bientôt et je t'embrasse fort. Mouah. Ouin. Ouh, j'ai froid aux pieds. Oh, viens, on fait un câlin, Brigitte.